Donc bonjour. Alors comme on l'a dit, effectivement, nous sommes toutes les deux médecins en unité de soins palliatifs en secteur d'hospitalisation, contrairement au docteur Reclin qui fait plus l'équipe mobile. Alors on nous a demandé effectivement d'aborder les soins palliatifs sous un angle un peu plus médical. Nous allons donc tenter de vous expliquer les soins palliatifs, en quoi ça consiste et à qui ça s'adresse. Donc tout d'abord, les soins palliatifs pour qui? Alors je suis désolée, vous allez finir par la connaître par cœur, c'est la définition des soins palliatifs. Rassurez-vous, il n'y aura pas d'interrogation après, mais on va à nouveau la relire ensemble et on va s'arrêter ensuite sur quelques termes importants. Donc ce sont des soins actifs destinés à des patients atteints de maladies graves et évoluées, mettant en jeu leur pronostic vital à court ou moyen terme. Alors, les termes importants, d'abord, ce sont les soins actifs. Alors, c'est vrai que, contrairement à certaines idées reçues, on est rarement assis au bord du lit du malade à lui tenir la main jusqu'à son dernier souffle. En fait, les soins sont vraiment actifs, on est dans l'action. Pour vous citer quelques exemples, c'est vrai qu'on a évidemment des perfusions, des PCA, des SAP. Il y a beaucoup de soins d'ostomie, quels soient des soins d'ulcères, des soins d'escarres, etc. Enfin voilà, on est effectivement un peu plus dans l'actif que dans le passif. Alors les maladies graves et évoluées, on y reviendra un petit peu plus tard, on fera un petit listing en fait des types de maladies qu'on accueille dans le service. Par contre, mettant en jeu le pronostic vital à court ou moyen terme, alors court terme, c'est parfois vraiment très très court, c'est quelquefois quelques heures. En règle générale, on part plutôt sur le court terme, on entend quelques jours ou quelques semaines, et le moyen terme, on est plutôt sur quelques semaines ou quelques mois. C'est vrai qu'on dépasse rarement les quelques mois. On a actuellement une dame qu'on a suivie pendant à peu près 6 mois, mais c'est quand même assez rare. Alors l'objectif prioritaire des soins en soins palliatifs, c'est le traitement des symptômes pénibles. C'est vrai qu'on n'est plus sur un objectif de guérison ou de rémission. On ne parle plus malheureusement de guérison, mais l'objectif reste le traitement des symptômes. Alors quelques rappels, là aussi pour défaire quelques idées reçues en soins palliatifs. En particulier, les patients qui sont soignés en soins palliatifs ne sont pas des mourants, mais bien des vivants. Ça, on y tient effectivement, parce que souvent, on nous dit que les soins palliatifs sont des mouroirs. Non, les gens sont vivants jusqu'au bout, même quand on ne peut plus communiquer avec eux. On leur parle et on les considère jusqu'au bout comme des vivants. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne peut plus guérir qu'on ne peut plus soigner. Ça, Marjorie vous en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose à faire. En fait, c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Et toujours avoir un objectif raisonnable de soins, c'est-à-dire dans chaque geste, dans tout ce qu'on va faire, dans chaque traitement, dans chaque bilan, toujours peser le bénéfice par rapport au risque d'effet indésirable. Alors voilà, on y vient pour quel type de patient et en particulier quel type de pathologie. Alors évidemment, le plus connu et le plus fréquent, les pathologies cancéreuses, en phase palliative bien sûr, pas à l'annonce du diagnostic. Donc en phase palliative, il faut savoir que ça n'exclut pas une chimiothérapie palliative et ça n'exclut pas non plus une radiothérapie, par exemple une radiothérapie à visée antalgique. Ensuite, on en a un peu parlé aussi tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a toutes les autres pathologies, toutes les insuffisances d'organes. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de définir à quel moment ces pathologies et ces personnes vont avoir besoin de soins palliatifs, parce que l'évolution est beaucoup plus chronique et beaucoup plus lente en général, avec vraiment des hauts et des bas. Mais ceci dit, on a quand même de plus en plus de patients atteints de ce type de pathologie qui sont transférés en unité de soins palliatifs. Donc je vous ai cité les principaux, les insuffisances respiratoires terminales, bien sûr, les insuffisances cardiaques terminales, les insuffisances rénales, par exemple en cessation de dialyse, les cirrhoses hépatiques, malheureusement fréquentes dans nos régions, les accidents vasculaires cérébraux,
toujours pareil, hein, phase terminale, évidemment, pas un accident vasculaire cérébral qui vient de se produire. Et puis les maladies neurologiques dégénératives en phase évoluée, c'est-à-dire principalement les scléroses en plaques et les SLA, les scléroses latérales amyotrophiques. Alors les soins palliatifs, en quoi ça consiste? C'est une prise en charge globale. Alors global, ça veut dire qu'il y a 4 items principaux. La prise en charge physique, c'est-à-dire la prise en charge des symptômes pénibles, ce qui est principalement notre rôle évidemment en tant que médecin, donc la prise en charge des douleurs, des dyspnées, des angoisses. Ça, ma collègue va vous détailler un petit peu plus tout à l'heure tous les symptômes pénibles qu'on est amené à traiter. Il y a évidemment le deuxième item, la prise en charge psychologique. Alors nous avons une psychologue dans le service, mais c'est aussi notre rôle d'avoir un minimum, en fonction de nos connaissances évidemment, cette prise en charge psychologique. Une prise en charge sociale qui est très importante, c'est vrai que bon, elle est importante à tous les niveaux pour tous les malades, mais on a parfois des patients assez jeunes qui sont en perte de revenus, en perte d'emploi. On a également recours au service social quand on évoque le retour à domicile, puisque nous avons heureusement le retour à domicile. Et c'est vrai que ce sont des gens qui ont besoin d'aide. Donc on met en place ces aides avec le service social et on travaille aussi beaucoup avec des réseaux de soins dans la région, avec des HAD et des réseaux de soins. Et ensuite, quatrième thème, la prise en charge spirituelle, c'est-à-dire remettre du sens quand la vie paraît ne plus en avoir. Voilà, donc l'approche médicale, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est évidemment sur notre rôle sur les symptômes, le traitement des symptômes gênants. Donc la douleur est toujours au premier plan, c'est vrai qu'on n'a pas fait de statistiques, mais je pense que 90% des patients largement ont des douleurs. Mais on a également tous les autres symptômes, les symptômes généraux, les troubles digestifs, respiratoires, neuropsychiatriques et cutanéo-muqueux. Et pour vous détailler tout ça, je vais passer la main à ma collègue, le docteur Céline Archin. Merci. Alors, en premier lieu, on vous parle de la douleur, parce que c'est vraiment le symptôme d'un confort majeur. Et le reste de la prise en charge palliative ne peut pas se faire correctement si on ne se préoccupe pas de la douleur. Un patient, on ne pourra pas l'aborder sur le plan de ses angoisses si on n'a pas soulagé sa douleur. Donc, un regard clinique tout d'abord, où on identifie le type de la douleur. Est-ce que c'est une douleur nociceptive, neuropathique, mixte, la topographie, et puis à partir de ça, on part sur des thérapeutiques avec les 3 paliers classiques de l'OMS. On part sur un palier 1, c'est pas parce qu'on est en soins palliatifs qui sont tous morphines. Il y a vraiment une gestion de la douleur adaptée à chaque patient. Donc palier 2, tramadol, acupentodéine, et palier 3, très très utilisé, la morphine, le fentanyl, l'oxycodone, avec différentes possibilités techniques d'injection, des patchs, des SAP, des PCA, la voie orale, les voies transmuqueuses, enfin tout un tas de choses. Donc on utilise aussi d'autres médicaments, ce qu'on appelle nous les chronotalgiques, donc une corticothérapie, des anti-inflammatoires, d'autres molécules qui vont qui appartiennent plutôt aux traitements antidépresseurs comme le Laroxyl, qui va bien soulager des douleurs métatiques, les antiépileptiques également. Et puis en fait, on va essayer d'ajouter un petit peu tout ce qui peut favoriser le confort, donc les antispasmodiques, les antibiotiques. Est-ce qu'un antibiotique, ça peut avoir une action antalgique quand quelqu'un a un abcès de paroi, les biphosphonates, les neurolaxants, les anxiolytiques. Bien entendu, les techniques non médicamenteuses sont aussi utilisées. La radiothérapie, qui nécessite quand même que les patients quittent l'unité en ambulance pour leur séance, la relaxation, la kinésithérapie. Tout à l'heure, il y a une de nos infirmières, Carole, qui parlait de tous ces massages. Tout ça, c'est des compléments à la prise en charge médicamenteuse, mais compléments très importants et très appréciés. Alors ensuite, les symptômes généraux, là, c'est 100% des situations. On a des patients très asthéniques
qui n'ont plus faim, qui peuvent faire de la fièvre, qui peuvent transfuser. Alors là-dessus, on fait avec les moyens du bord. C'est vrai que l'asténie, malheureusement, c'est souvent plus un processus d'accompagnement, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas rendre les gens valides aux soins palliatifs. L'anorexie, c'est pareil, on ne donne pas beaucoup d'appétit, on va favoriser l'alimentation plaisir. Et après l'hyperthermie, la transpiration, là, c'est souvent un petit peu le système D, on rafraîchit les gens, ça va être effectivement les gants de toilette, là on est purement dans le confort et dans le soin. Ensuite, les troubles digestifs, alors ça c'est vraiment des symptômes très très pénibles pour nos patients. Dans les situations carcinologiques, c'est aussi des symptômes qui sont très souvent au premier plan. Ça concerne 80% des patients. Donc les nausées, les vomissements, qui sont extrêmement invalidants, tant du point de vue personnel, mais même dans la vie relationnelle. Un patient ne peut pas avoir les mêmes contacts avec sa famille quand il est toujours nauséeux. La dysphagie, la constipation, ça aussi c'est souvent très préoccupant. Ça va jusqu'au syndrome occlusif. On a aussi des phénomènes d'acide et puis les hoquets rebelles chez nos patients cancéreux, c'est assez fréquent et c'est pareil, très pénible et on peut traiter. Ensuite, les troubles respiratoires, donc là, bien évidemment, aussi très présents et très anxiogènes. La dyspnée, qui est un symptôme très pénible, qui est génératrice d'anxiété, et l'anxiété génératrice de dyspnée. Donc souvent, on est sur un cercle vicieux, on essaie de casser le cercle vicieux, c'est pas toujours facile. La dyspnée, on ne peut pas toujours la soulager. Il faut savoir que parfois on est amené à sédater les patients, voire à faire une sédation en urgence en cas de dyspnée aiguë, avec un risque d'asphyxie. La toux, l'encombrement bronchique, ça c'est pareil, c'est un symptôme de fin de vie pénible pour le patient, pénible pour la famille. C'est un symptôme très fréquent, l'encombrement de fin de vie chez les patients, même comateux. Là, ça devient un inconfort pour la famille, c'est bruyant et il y a vraiment un mal-être général qui s'installe. Donc là, on a des techniques médicamenteuses, rarement les techniques d'aspiration, parce que c'est assez traumatisant pour le malade. On le fait quand vraiment on y est poussé. Donc voilà, la détresse respiratoire pouvant nécessiter la mise en place d'une sédation en urgence, c'est pas fréquent, mais ça arrive. Ça arrive, souvent c'est une angoisse aussi du patient qui l'exprime parfois à l'admission. Il a peur de mourir étouffé. Ça peut paraître bizarre à dire, mais c'est rassurant de savoir qu'on peut soulager les symptômes pénibles. Ensuite, les troubles neuropsychiatriques, aussi très très fréquents, la confusion, l'agitation, les hallucinations, très fréquentes en fin de vie. L'anxiété, bien sûr, l'insomnie, la dépression, le coma. Alors vous voyez bien que tous ces symptômes, la prise en charge elle est forcément globale. C'est évident que nous, on ne va pas tout faire avec nos molécules. La psychologue et puis toute l'équipe est là pour prendre en charge ces symptômes difficiles. Ensuite, il y a tous les troubles cutanéo-muqueux qui vont de la bouche sèche aux plaies et stomies nombreuses et variées et difficiles à vivre également pour le patient. Donc vous l'aurez bien compris, les soins palliatifs, il y a une prise en charge globale, complexe, multifactorielle et pluridisciplinaire. On a tous un regard différent sur notre malade, sur ses symptômes. C'est important de pouvoir communiquer tous ensemble afin de pouvoir au mieux le soulager. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'écoute, de patience, d'empathie, de professionnalisme envers le patient, envers ses proches, mais aussi envers tous les membres de l'équipe. Effectivement, ça ne peut pas se résumer à s'asseoir au bord du lit et à tenir la main. Il y a vraiment une prise en charge derrière, parfois très technique et assez lourde. Je vous remercie de votre attention.